Marche d'une partie des retraités opposés à la mensualisation bonifiée à 10%. Les manifestants réclament une hausse de 50%. Impossible pour les finances de l'IPRES, répond Mamadou Simbeng. Le directeur général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal laisse le choix à ceux qui le souhaitent de recevoir la pension tous les 2 mois. À Kaolack, l'achat des graines d'arachide bat le record de l'année dernière à la même période. En 3 semaines, 2,5 milliards de francs ont été investis dans la commercialisation. Un contraste avec le risque de tension alimentaire relevé par le JIPA, le groupement intervillageois des producteurs d'arachide qui appelle à une aide en vivres de soudure. Le secteur informel, toujours invisible sur les radars, cumulé aux exonérations, cela coûte 233 milliards de francs de manque à gagner aux recettes fiscales. Explication tout à l'heure du directeur de la prévision et des politiques économiques. À suivre également les nouvelles internationales et surtout la capitulation de 30 combattants de Boko Haram au Niger. La page des sports avec Tanda Khanyai, l'invité sur le secteur informel. Il s'agit de Moustapha Sen, notamment sur ce qui bénéficie d'impunité fiscale. On termine par la revue de la presse avec Arona Diop. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce journal que vous présente Khali Amadou Narfal. Merci à Amadou Ndiaye à la technique. La mensualisation des pensions de retraite diversement appréciées par le troisième âge. D'un côté, l'Association générale des allocataires de régime de retraite affiliés à l'IPRES qui salue la réforme incluant une hausse de 10%. De l'autre, le cadre unitaire des associations de retraités qui qualifie de dérisoire la mesure et réclame une augmentation de 50%. Ses membres ont bravé la poussière ce matin pour manifester sur le boulevard du Centenaire. Son coordonnateur Birahim Fall réclame au micro de Mariama Mané la médiation du président de la République. On est là pour exprimer ce que nous avons ressenti depuis que l'IPRES a fait ce qu'elle a fait dans le domaine de la mensualisation. Nous n'avons jamais opposé pour la mensualisation. Mais seulement, ce que nous dérange aujourd'hui, c'est la division des pensions par 2, sans aucune mesure d'accompagnement. Mais nous sommes entièrement d'accord sur la mensualisation et pas les 10% aussi. Ils ont dit qu'en fait, ils vont aller à la mensualisation et ils vont augmenter quand même les 10%. Nous nous sommes dit aujourd'hui que les 10% sont tellement minimes, ça ne peut pas régler les problèmes. Nous ne voulons pas de 10%. S'ils veulent maintenant, ils n'ont qu'à réviser ces taux-là et aller jusqu'à 50%. Aujourd'hui, on organise une marche et c'est l'ensemble des organisations qui sont actuellement autour maintenant du cadre unitaire qui sont rassemblées ici pour exprimer leur mécontentement au président de la République. On a une trajectoire, on quitte la place de l'obélisque pour aller directement au rond-point de la RTS. Le ministre du Travail nous a reçus lundi avec le bureau du cadre unitaire. Il y avait là-bas en présence du directeur général, il y avait le représentant du ministre de l'économie et des finances, le représentant du travail, donc maintenant avec quelques membres du gouvernement. Mais seulement, ce qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui, c'est de nous dire, écoutez, si vous ne voulez pas, on divise la pension par 2, on vous donne la moitié et l'autre moitié, vous pouvez rester pour l'autre mois, alors allez prendre ça. Moi je dis qu'en fait, ça c'est pas responsable. Voilà, c'était Birahim Fall, coordonnateur du cadre unitaire des associations de retraités qui réclament une augmentation de 50%. Le directeur général de l'IPRES a réagi sur Radio Sénégal à cette marche des retraités. Mamadou Simbeng a déclaré que les allocataires qui le souhaitent peuvent garder leur pension payable chaque bimestre. Il a aussi déclaré qu'en l'état actuel des finances de l'IPRES, il est impossible d'augmenter de 50% les pensions de retraite. Mamadou Simbeng, interrogé tout à l'heure par Cheikh Diop. La question que je me pose aujourd'hui est celle de savoir s'il marche il y a, ils vont marcher contre quoi. Ce que nous avons voulu faire, c'est de satisfaire tout le monde. Satisfaire ceux qui veulent de la mensualisation en leur permettant d'aller tous les mois, soit au niveau des guichets, soit par virement bancaire ou par recharge de leur carte et avoir leur pension mensuelle. Pour tous les autres qui préfèrent être payés tous les bimestres, ils peuvent, de manière volontariste, rester 2 mois avant d'aller au guichet et ils trouveront intégralement leur pension bimestrielle au niveau du guichet. Et si c'est au niveau des virements bancaires, également, en ne retirant pas de l'argent de leur compte, ils trouveront leur bimestre sur place et c'est la même chose également qui est valable pour les cartes bancaires qui sont rechargées. Au total donc, l'IPRES a essayé aujourd'hui de satisfaire aussi bien ceux qui veulent de la mensualisation en les payant tous les mois que ceux qui n'en veulent pas, qui peuvent rester tous les 2 mois avant d'aller prendre leur pension de retraite. Oui, mais ils disent toujours que les pensions sont trop faibles. Alors, quand ils réclament 50% de hausse, est-ce que c'est dans l'ordre du possible? En réalité, ce ne sont pas les pensions qui sont faibles,
ce sont les droits constitués qui sont faibles. Une augmentation de 50%, cela signifierait exactement que l'IPRES va passer donc de plus de 81 milliards à plus de 120 milliards de pensions de retraite par an. Nous, IPRES, notre rôle, c'est de préserver l'équilibre du régime. Ceux qui rejettent la mensualisation, il n'y a plus d'argument parce qu'on leur permet de rester dans le business. Voilà, c'était Mamadou Sy Mbengue, directeur général de l'IPRES, qui réagissait à la marche d'une partie des retraités qui réclament une augmentation de 50% de leur pension. Dans l'actualité sociale également, la colère des travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace qui dénonce le non-respect de la retraite à 60 ans. En conférence de presse hier, le Front unitaire des travailleurs de l'hôtellerie, la restauration, les cafés, casinos et les bars ont déclaré que le directeur du King Fahd continue de faire partir ses employés à 56 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notamment ce que dit la loi du travail par rapport à ce sujet. Le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 23 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Il promet des grèves générales, des marches de protestation et des campagnes d'information sur ce qu'il qualifie de violation manifeste du droit à la Direction générale des impôts et domaines. Le syndicat exige l'application de l'arrêt numéro 38 du 9 juin 2016 portant annulation de l'instruction 9 du 9 octobre 2014 portant mode de répartition du fonds commun des agents ainsi que du fonds des chefs et intervenants de la Direction générale des impôts et domaines, la mise en place d'un système équitable de répartition de ces fonds. Toujours parmi les revendications, une gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps et l'arrêt définitif de la discrimination manifeste entre les deux syndicats. Nouvel an, nouvel habillage. nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 minutes et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h08 à Dakar. Je vous fais lecture d'un communiqué de presse en provenance du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance des citoyens, des acteurs politiques ainsi que des organisations de la société civile que les modalités d'enrôlement au niveau des commissions administratives de refonte des listes électorales ont été allégées sur décision du président de la République au terme du décret numéro 2016-2034 modifiant le décret 2016-1535 du 29 septembre 2016 portant application de la loi relative à la refonte partielle des listes électorales. En effet, pour faciliter l'inscription sur les listes électorales aux compatriotes ayant l'âge de voter et qui n'ont jamais eu la carte nationale d'identité, il est désormais permis de se faire enrôler sur présentation de l'extrait de naissance accompagné d'un certificat de résidence aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi, pour l'intérieur du pays, l'électeur se présente désormais devant la commission administrative munie soit de l'ancienne carte d'identité numérisée accompagnée de la photocopie, soit de la carte d'électeur numérisée accompagnée de la photocopie, soit d'un extrait de naissance datant de moins d'1 an accompagné d'un certificat de résidence. Pour l'étranger, l'électeur doit présenter à défaut des pièces énumérées ci-dessus son passeport numérisé ordinaire et la photocopie de la page contenant le numéro d'identification nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique saisit cette occasion pour informer les citoyens que les commissions administratives sont installées et fonctionnelles dans l'ensemble des circonscriptions administratives du pays
pour l'étranger, le déploiement a commencé dans la semaine du 12 au 18 décembre 2016. Les efforts de multiples conditions administratives vont se suivre et leur itinérance sera renforcée en vue d'un enrôlement plus diligent des électeurs. Les populations sont en conséquence exhortées à se rendre auprès des dites commissions en vue de leur inscription. C'était un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À présent, un arrêté de ce même ministère portant interdiction d'usage de feux d'artifice. Le ministère, en son article 1er, dit pour prévenir tout trouble à l'ordre public à l'occasion des fêtes de fin d'année, il est interdit l'usage de feux d'artifice sur toute l'étendue du territoire national dans la période allant du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017. Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues par la loi. Article 3, le présent arrêté qui prend effet dès sa signature sera communiqué et publié partout où besoin sera. C'était l'autre titre de cette édition. La commercialisation de l'arachide a bien débuté dans la région de Kaolack. Selon le directeur régional du développement rural, 2,426 milliards ont été injectés en 3 semaines de collecte. À la même période, en 2015, 1,638 milliards avaient été décaissés pour l'achat de graines. Toujours dans cette région, l'appel à la rescousse dans la région de Kaolack fait par un groupement intervillageois des producteurs d'arachide qui demande une aide en vivres de soudure pour compenser, dit-il, la baisse de la production due à l'arrêt brusque des pluies. Le JIPA souhaite aussi le transfert des subventions de semences aux organisations de producteurs à Kaolack. Ibrahima Diallo. Le groupement intervillageois des producteurs d'arachide, regroupant une dizaine de villages dans la zone de Ndofane-Lagem, interpelle l'État pour des vivres de soudure. L'arrêt brusque des pluies a considérablement baissé les rendements. Ibrahim Ngom est le président du JIPA de Ndofane. L'hivernage avait un bon démarrage, mais à la fin, il y a eu le manque d'eau. Et de sorte qu'il y a des gousses bien jolies, mais qui n'ont pas de graines dedans. Il y aura un impact sur la soudure. Ce qui nous a poussé à informer l'État du fait qu'il est pour qu'il pense à la population de la localité. Les membres du JIPA de Ndofane proposent à l'État de faire passer les subventions destinées aux semences aux organisations de producteurs. Ils sollicitent aussi une subvention de la commune de Ndofane. Ce que nous demandons à l'État, c'est de revoir le système. Il y a les organisations de producteurs qui ne sont que des producteurs. Il faut les agréer tout simplement et leur donner la subvention. Nous avons demandé aussi à la mairie de Ndofane de nous accorder des subventions. Le JIPA qui vient de fêter sa 10e année n'a jamais reçu un sou de la municipalité. Nous voulons que le maire pense à nous. Le JIPA de Ndofane a tenu son assemblée générale ordinaire ce week-end. La rencontre a été rehaussée par la présence du sous-préfet de Kerbaka, mais aussi du premier adjoint au maire de la commune de Ndofane. Ibrahim Diallo, Kaolack, Radio Sénégal. Merci Ibrahim Diallo. Le Sénégal a collecté en 2014 1462 milliards d'impôts alors que son potentiel était de 1695 milliards. Le gap est dû au secteur informel qui échappe à la fiscalité et les exonérations. C'est ce qu'a révélé l'étude sur le potentiel fiscal du Sénégal. Une étude menée par la direction de la prévision et des politiques économiques. Plus de détails avec le directeur de la prévision et des politiques économiques, Mamadou Moustapha Sen, au téléphone de Khadifal Koulibaly. En 2014, on avait engrangé 1482,5 milliards, soit une pression fiscale de 19,6% du PIB. Et l'étude a montré qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait pu engranger 1695,5 milliards. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre ce qu'on a perçu et le maximum qu'on aurait pu tirer. Mais il faut aussi mettre ce taux en balance avec ce qu'on avait l'habitude d'enregistrer dans ce pays. Donc je rappelle que durant les années 2008 à 2012, on avait des pertes encore plus élevées. Ce qui montre que des efforts ont été faits, qui ont en tout cas réduit le gap. À l'analyse, on s'est rendu compte que, effectivement, sur les droits de porte sur les produits pétroliers et sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur l'IS, les pertes n'étaient pas très énormes. En tout cas, par rapport au maximum qu'on aurait pu tirer, il y a moins de pertes à ce niveau. Par contre, pour la TVA, là, on est beaucoup moins performant. Donc maintenant, pour la TVA, les facteurs explicatifs, c'est principalement les dépenses, c'est les exonérations au titre de la TVA. Mais ça aussi, il faut mettre ça en ligne avec le pourquoi. On accorde des facilités aux entreprises pour qu'elles investissent davantage, de manière à stimuler l'activité, à créer des emplois et à créer de la richesse. Donc les exonérations fiscales doivent être mises en rapport avec véritablement donc l'évolution de l'investissement et la création de richesses et d'emplois. Et à ce jeu, on se rend que véritablement je dirais que le jeu en vaut la chandelle, puisque c'est en train de stimuler l'investissement.
Nous retrouverons tout à l'heure Moustapha Sène, directeur de la prévision et des politiques économiques. Il est l'invité de ce 13h. En attendant, les voix continuent de s'élever pour prier en faveur d'une transition pacifique et démocratique en Gambie. La dernière en date est celle des femmes de la Sénégambie du Sud, fidèles à leurs idéaux de respect du droit de l'homme. Elles s'engagent sans faille à œuvrer pour la paix et la sécurité dans la sous-région. La correspondance de Madi Sissoko. En conclave ce 27 décembre à Ziguinchor, à l'effet d'examiner la situation politique post-électorale et sécuritaire en Gambie jugée très préoccupante, le Forum des femmes de l'espace Sénégal-Gambie-Bissau pour la paix et la sécurité qui fédère les organisations de ces trois pays exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à privilégier le dialogue et la non-violence pour résorber cette situation. Ndeye Marie Thiam, la coordinatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, porte-parole du jour. Nous sommes en train de prendre des initiatives pour rencontrer les chefs d'État de la Gambie, le président sortant et le président élu. Mais nous pensons également rencontrer toutes les personnes qui interviennent dans le cadre de cette crise en Gambie. Nous comptons envisager des négociations et nous d'ailleurs nous positionner en tant que médiatrice parce que nous avons reçu effectivement une formation en qualité de médiatrice. Nous comptons exploiter cette expertise que nous avons pour intervenir dans la résolution du conflit en Gambie. Nous privilégions le dialogue, la diplomatie, la résolution pacifique de ce conflit-là. Le forum exhorte vivement l'armée gambienne à ne pas se dresser contre la volonté de son peuple qui a su faire preuve d'une grande maturité jusqu'à là et a exprimé sa volonté de changement, de progrès et de paix. Le forum salue également toutes les initiatives et efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le but de trouver une issue paisible. RT Ziguinchor, Madi Sissoko. Rétrospective 2016. Radio Sénégal vous replonge dans les faits marquants de l'année. À partir du lundi 26 décembre, suivez nos différents invités politiques, économie, international, santé, sport, société. À 13h en français, ce 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Le 31 décembre, le journal de l'année à 12h en Wolof. À 18h, la rétro des régions en Wolof suivi du français à 19h. Le 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. La page internationale dans ce journal avant d'accueillir le sport, nous nous rendons à Madagascar où un ancien ministre condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il s'agit d'Augustin Adriama. Il est accusé d'avoir participé à une manifestation non autorisée le 22 septembre dernier contre une compagnie minière chinoise spécialisée dans l'extraction d'or. En Tunisie, 5 morts et de nombreux blessés dans une collision entre un bus et un train dans la banlieue de Tunis. C'est ce qu'a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur. En Syrie, la Turquie et la Russie se sont entendus sur un accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans tout le pays. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'agence pro-gouvernementale turque Anadolu. Au Niger, une trentaine de combattants de Boko Haram de la région de Difa ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes d'après le ministère nigérien de l'Intérieur. Les explications de Aïssatou Sall. 31 jeunes de Difa enrôlés il y a quelques années dans les effectifs de Boko Haram ont fait réduction, a déclaré sur les réseaux sociaux le ministre nigérien de l'Intérieur en visite à Difa, ville proche du nord-est du Nigeria, bastion de Boko Haram. C'est la première fois que les autorités nigériennes font état de désertion de ressortissants nigériens des rangs de Boko Haram qui mènent des attaques meurtrières depuis février 2015 contre le Niger. Ils se sont rendus un à un et sont actuellement retenus dans un centre sécurisé, a précisé une source sécuritaire basée à Difa. Parmi eux, on compte 26 hommes et 3 femmes. Une 4e de nationalité nigériane s'est également rendue aux autorités de Difa, a ajouté la source. Nous avons déserté Boko Haram parce que nous avons constaté que ce que cette organisation pose comme acte n'est pas acceptable à présent.
Nous souhaitons que le gouvernement nous accorde son pardon et dans la foulée qu'il nous aide afin que nous ne songions plus jamais à adhérer à ce type de groupe, a déclaré un ex-combattant sur la télévision publique. Ces jeunes pourront bénéficier d'une amnistie et avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un programme de déradicalisation et de projets de réinsertion socio-économique, a assuré la même source sécuritaire. En janvier 2015, un responsable de DIFA avait signalé des départs de nombreux jeunes qui étaient de plus en plus attirés par les affres de Boko Haram qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois. La page des sports présentée en direct par Tanda Khaniaï. Bonjour. Bonjour Khali. Basketball, fin cet après-midi du tournoi national des jeunes à Dakar. Oui, tout est la clôture à partir de 16h au stade Marius Ndiaye. Ce sont les fillettes de Dakar 1 et les Thiès qui vont s'affronter dans la finale féminine. Et du côté des jeunes garçons, ce sera une confrontation à 17h entre Saint-Louis et Dakar. À Saint-Louis et Dakar, justement, deux régions qui, pour l'instant, dominent le basketball sénégalais, même si le constat a été fait, il y a eu le progrès des autres régions. À noter que ce tournoi interrégion est joué par garçons et filles de 15 à 17 ans. La Fédération sénégalaise compte d'ailleurs rendre un vibrant hommage à l'occasion de cette finale à Ousseynou Ndiaga Diop, l'ancien DTN et sélectionneur des Lions de basket, rappelé à Dieu il y a quelques jours, paix à son âme. Le ministre des Sports, Matar Ba, va également présider les finales. Et donc là-bas, on annonce même deux importantes nouvelles sportives du ministre des Sports et selon un de ses conseillers. Tandakha Basket toujours, la 5e journée du tournoi. Donc, de 5e journée du championnat de National 1 en garçons et filles se joue cet après-midi et demain. Oui, exactement. Et c'est la poule B qui va démarrer avec chez les garçons à 15h à Saint-Louis où l'UGB reçoit l'équipe de Sibac. À Thiès, Moro joue contre Asfa. Demain jeudi avec Marius Ndiaye à 17h, rencontre entre la Jeanne d'Arc et le Saltigué. Le déplacement de Saint-Louis Basket chez Louga à 16h30. Et puis le dernier match vendredi à Dakar, Douane Mermoz et Duc US Rail. En ce qui concerne les dames, le Saint-Louis Basket reçoit l'US Wakam. À Dakar, gros match cet après-midi entre l'équipe de la Ville de Dakar et l'UGB en levée des rideaux de la rencontre entre Asfo et Don Bosco. Et nous en venons au football Tandakha, jour J-16 avant la CAN 2017 au Gabon. Le suspense est encore là. Aliou Cissé n'a toujours pas publié la liste des 23 joueurs. Alors que dans le groupe B où les Lions vont évoluer à Franceville, les sélectionneurs, en tout cas certains, ont publié déjà des prélistes à défaut de 23 et pour certains à défaut justement des prélistes. Le coach national, lui, et pour l'instant, il a bien fait durer ce suspense. Justement, ces 23 Lions pour la CAN 2017 ne seront connus que vendredi prochain. Aliou Cissé l'a fait savoir hier à Kolda où il parrainait la finale du tournoi de la paix regroupant les régions de Sédhiou et de Kolda. Pas de présélection donc pour Aliou Cissé. Il va publier une bonne fois la liste définitive à la CAN. Nous l'écoutons, il est au micro de Hassan Koli, RTS Kolda. La liste des 23 pour l'équipe du Sénégal sera publiée le 30 décembre. On aura l'occasion en tout cas de donner les 23 soldats sénégalais qui seront présents pour défendre les couleurs de la nation au Gabon. Mais au-delà de cette publication de liste, aujourd'hui je suis dans le Pakao. Hier j'étais à Dakar. Je pense qu'aujourd'hui il faut que tout le Sénégal se mobilise derrière cette équipe nationale. Je crois aux prières des Sénégalais. Et on sait que les Sénégalais, quand le Sénégal est un, nous sommes forts. Et nous arrivons en tout cas à surmonter en tout cas les difficultés. Nous allons à cette CAN-là avec vraiment beaucoup de confiance. Donc, mais conscient aussi des difficultés, conscient aussi de la dureté de la CAN. Mais comme je vous le dis, nous y allons vraiment avec beaucoup d'ambition. Tous les Sénégalais, en tout cas de se réunifier derrière cette équipe, d'appeler aussi tous les gens de la Casamance, du Pakao, du Fouladou, de Matam, du Balantakonda, du Béragou, de Fogny, de Kédoud, en tout cas partout, de prier pour cette équipe sénégalaise, de prier pour les enfants de la nation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le Sénégal a de la qualité. Nous, il n'y a pas de souci, nous sommes conscients de ça. Maintenant, les prières, ça ne suffira jamais. Nous demandons en tout cas ce que nos ancêtres ont laissé ici, que les gens qui l'ont aujourd'hui en main, en tout cas, le transmettent à cette équipe-là pour aller vraiment le plus loin possible.
Voilà, le sélectionneur averti, en tout cas, nous dit que le choix entre la liste définitive ou une présélection de joueurs au niveau de la CAN, l'objectif c'est justement d'avoir une meilleure liste possible et éviter des erreurs par rapport au choix selon notre consultant technicien Chertian Bitey, ce qu'il a confié à Benoît Badian. Il y a toujours deux options qui sont soit d'aller directement avec son groupe en positionnant une liste d'attente avec des réservistes, ou si on n'est pas prêt dans sa tête, élargir le plus possible avec une préliste. Je pense que certains ont opté pour la préliste. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est l'objectif d'avoir en sa possession la meilleure liste possible en minimisant surtout les erreurs par rapport au choix, parce que toujours, ça demande des réglages. Maintenant, il reste à dire que ce ne sera pas facile pour l'un ou l'autre cas, parce que simplement, surtout pour le cas du Sénégal, où il y a une pléthore de joueurs au niveau de tous les postes. Je pense que ce sera très compliqué et certainement, c'est la raison qui l'a poussé en tout cas à faire ce choix. Maintenant, on peut retenir que dans l'un ou l'autre cas, il y aura toujours des inconvénients, parce que pour le premier cas, avec la préliste, on laissera toujours des frustrés et ça peut déteindre à l'ambiance du groupe. Pour l'autre cas également, s'il y a une blessure, s'il y a un joueur qui a montré sa méforme, en intégrant un autre qui était sur la liste d'attente, c'est toujours une frustration. Mais le plus important, c'est essayer de garder, en tout cas, les meilleurs joueurs qui auront envie d'être les meilleurs du moment, de pouvoir répondre aux différentes stratégie par rapport, en tout cas, à ce que l'entraîneur aura prévu. Je pense que tout cela combiné permettra d'avoir, en tout cas, une meilleure possible. C'est des raisons comme ça qui font que souvent on étale un peu ou avec une préliste ou en tout cas avec une liste d'attente. Voilà, c'était le coup d'œil de Chertian Bitey par rapport à cette liste définitive. Tandakha, un mot sur le Boxing Day en Angleterre. Oui, autrement dit, la 19e journée qui se joue vendredi, samedi et dimanche. Hull City qui reçoit Everton, ce sera vendredi. Samedi 31 décembre, Manchester United qui reçoit Middlesbrough, Leicester qui joue contre West Ham United, Stoke City qui se rend chez Chelsea, le leader, Sunderland va chez l'équipe de Burnley, Liverpool sera visité par Manchester City, un gros match, et dimanche, avec le dimanche 1er janvier 2017, Watford qui accueille l'équipe de Tottenham et le dernier match mettra aux prises Arsenal à Crystal Palace. C'était la page des sports. Merci Tandakha Ndiaye. Le Sénégal doit davantage mobiliser des ressources internes pour réussir son développement. C'est l'avis d'expert du directeur de la prévision et des politiques économiques, Moustapha Sène, est l'invité de ce journal. Il répond aux questions de Khadifal Koulibaly. Moustapha Sène, que relève le point économique sur l'étude sur le potentiel fiscal sénégalais? Le point économique est un cadre d'échange et de dialogue autour des politiques publiques. Donc ça permet un peu de tirer des régularités de manière à affiner un peu les études de formulation, de mise en œuvre et de suivi de la politique économique. Donc globalement, pour la TVA, on a perdu quasiment 1 point de pourcentage par rapport au maximum qu'on aurait pu atteindre. Mais pour les autres livres, comme je l'ai dit tantôt, les droits de port, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les pertes sont moins considérables. Donc, ce qui fait que, in fine, on a une perte de 2,8 points de pourcentage par rapport au maximum qu'on aurait pu tirer en termes de potentiel fiscal. L'étude a révélé que la TVA est la ligne la moins performante du système fiscal sénégalais. Vous l'avez dit, mais qui plus est, le secteur informel échappe à la fiscalité. Vous avez touché du doigt en tout cas le problème. Plus la taille du secteur informel en tout cas est large, plus vous avez des difficultés en tout cas à percevoir des recettes fiscales. Je rappelle que le secteur informel, comme son nom l'indique, il n'y a pas nécessairement des états financiers établis selon les règles de l'art. Finalement, vous avez du mal à asseoir une assiette, puisque d'impôt, vous le prélevez sur quelque chose. Maintenant, si vous avez du mal à savoir l'activité qui a été déroulée par l'entreprise informelle durant l'année, certainement vous avez du mal à appliquer véritablement le taux. Donc ça, c'est un élément dont on est conscient. Un autre aussi détail, c'est les dépenses fiscales. Donc si vous accordez des exonérations, notamment autour de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça affecte aussi la mobilisation des recettes. Un autre élément aussi, c'est le contrôle fiscal. Je pense aussi plus le contrôle fiscal est rapproché, plus le contrôle fiscal est efficace, naturellement, moins il y aura de marge pour la fraude. Et à la lumière de toutes les actions qui sont déroulées par l'administration fiscale et l'administration douanière, nous constatons tous effectivement que les pertes sont en train de se réduire. Il faut mobiliser les ressources internes pour financer le développement, mais comment le faire et pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Le Sénégal est bien coté, je dirais, sur les marchés financiers et sur les marchés intérieurs, c'est-à-dire le marché à l'échelle du rayonnement. Nous pouvons mobiliser assez rapidement à des taux préférentiels. Si vous êtes friand un peu de statistiques, vous vous rendrez compte qu'effectivement le Sénégal se va appliquer l'un des taux d'intérêt les plus bas
de la sous-région et de l'Afrique subsaharienne, je disais. Essayez de comparer par rapport au Ghana qui a levé récemment et vous vous rendrez compte que véritablement on est bien coté. Votre cotation, ça dépend des performances internes. C'est pourquoi il est bon d'avoir un bon cadre macro que vous présentez aux prêteurs et qui leur montre effectivement qu'il y a moins de risques au Sénégal. Voilà, donc on peut aller sur les marchés financiers pour lever plus ou moins rapidement des fonds et financer donc les infrastructures de soutien à la production et prendre en compte la demande sociale. Mais il y a aussi un risque. Pour les marchés financiers, très souvent, les taux d'intérêt ne sont pas fixés au départ. Même s'il y a toujours des mécanismes pour se prémunir contre les dérapages, mais en tout cas, il y a aussi des risques à ce niveau. Il y a aussi un risque d'assèchement des fonds prêtables sur ces marchés. Il y a aussi des risques géopolitiques. Pas plus tard qu'en la semaine dernière, un pays partenaire, en tout cas menacé, s'il ne l'a pas déjà mis en œuvre de surseoir à ces projets. Donc, c'est-à-dire que si vous comptez véritablement sur les fonds extérieurs, vous exposez à des risques. C'est pourquoi il est extrêmement important de compter en même temps sur les ressources propres. Présent d'appui, c'est-à-dire constatif apparu en février 2014, qu'on compte davantage sur les ressources internes. Donc, il est extrêmement important donc de voir comment mobiliser davantage de ressources en interne de manière à prendre en charge véritablement la problématique du développement, sans pour autant affecter l'activité économique, sans pour autant affecter aussi le bien-être des ménages, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables. Et à quoi devrait servir l'argent collecté, l'argent des impôts? Si vous allez dans un hôpital, vous pouvez appliquer un ticket d'entrée peut-être disons à 5 000 francs. Ou bien à 2 000 francs, je ne sais pas. Mais si vous allez dans un hôpital, dans une clinique privée, c'est 3-4 fois plus. N'est-ce pas? Qui c'est qui a financé le gap? C'est bien sûr l'État. Si vous amenez votre enfant dans une école privée, on peut vous faire 4-5 fois plus que dans une école publique. Qui c'est qui a financé le gap? Naturellement, c'est l'État. S'il y a un incendie dans une maison, les sapeurs-pompiers arrivent avec une voiture et c'est des moyens. Qui c'est qui a acheté ça? Tout ça, c'est l'État. Or, l'État, le droit de seigneuriage, je pense que vous le savez mieux que moi maintenant, c'est de moins en moins utilisé en tout cas. Ça veut dire que vous devez compter sur vos ressources propres. Voilà, et pour cela, il faut que les gens paient les impôts. Je pense aussi que l'administration fiscale, les administrations douanières sont en train aussi de sensibiliser davantage sur véritablement le suivi fiscal pour que les gens aillent payer avec plaisir, puisqu'ils auront aussi la contrepartie en termes de sécurité aux frontières, en termes de services sociaux, en termes aussi de création d'emplois et de richesses. Moustapha Sène, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Khadi. Merci à vous aussi, Khadifal Koulibaly. Vous interrogiez le directeur de la prévision et des politiques économiques, Moustapha Sène. À présent, les journaux lus et commentés par Arona Diouf. Relation rompue entre le Sénégal et Israël. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu parle joint au téléphone à Tel Aviv par mes confrères du quotidien Emmanuel Nachan sur le gel de la coopération avec le Sénégal. Estime, je le cite, nous ne pouvons plus accepter cette logique de 2 poids 2 mesures. Avant de se lâcher en ces termes, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris que le Sénégal avait soutenu cette résolution que nous considérons comme une résolution anti-israélienne. Et en écho à cette surprise ou mise au point, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu sur un ton sec s'est laissé emporter selon Enquête Quotidien par le centre de sa géographie affective. Se livrant, se désole mon confrère à un exercice intellectuel peu diplomatique, lui qui s'est aventuré à tailler le Sénégal seulement pour le commentateur du quotidien. Cette décision du Premier ministre israélien de geler sa coopération avec certains États et de rappeler ses ambassadeurs est mal perçue à Tel Aviv. Jusqu'au boutisme du Premier ministre qui risque près du sucre salé de découler sur un isolationnisme qui va encore desservir son pays. Alors, qu'est-ce que le Sénégal, se demande Vox Populi, perd dans ses relations rompues avec Israël? En tout cas, dans le domaine de la coopération économique, Israël tente de rassurer mon confrère. Ne truste pas les premiers rangs de nos partenaires, mais Israël prévient Al-Ham, mon confrère biétiste de Vox Populi, sur un autre aspect. C'est un pays au ressort très puissant qui peut appuyer sur des boutons insoupçonnés ailleurs que dans sa coopération avec le Sénégal. Et c'est là, prévient mon confrère, où réside le danger. Mais bon, puisque l'État du Sénégal est majeur et vacciné, le blocus de la politique internationale israélienne permettra, indique le quotidien, de faire ressentir aussi ce que le blocus de Gaza coûte aux Palestiniens. En politique, la presse joue les prolongations de la manifestation des jeunes fatigués. 13 d'entre eux arrêtés, de jeunes manifestants qui reprochent, écrit les Échos, au président Macky Sall et les responsables de la localité de les avoir abandonnés à leur sort peu enviable, alors qu'ils étaient aux premières lignes du combat pour leur accession au pouvoir. Avec donc ce qu'il appelle le signal de fatigue. Birima de la Tribune est
estime que Macky Sall doit faire mentir ce vieil adage qui veut que nul n'est prophète chez soi, parce que c'est assez symbolique. Si cette frange de cette population réclame du travail et des conditions de vie plus décentes, c'est vrai qu'avec une opposition neutralisée, une société civile presque inexistante, une presse assagie, on peut dérouler, se nourrir et nourrir d'illusions. Mais attention, prévient la tribune au réveil, car fatigue toujours si fatigué a donné le signal. Walf Quotidien, lui, qui veut surfer sur cette vague, évoque dans sa parution du jour cette chute de nombreux chefs d'État en 2016, avec l'électorat qui est devenu en Afrique très volatile, et même dans les grandes démocraties. Beaucoup de déconvenus au Bénin, par exemple, aux États-Unis, en Gambie et bientôt en Angola et en France. Un scénario selon le quotidien de Sacré-Cœur qui doit faire réfléchir plus au Sénégal, notre pays, qui n'est en rien une exception, souligne enfin mon confrère. Merci Arona Diouf. À 13h35, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Marche d'une partie des retraités opposés à la mensualisation bonifiée à 10%. Les manifestants réclament une hausse de 50%. Impossible, répond le directeur général de l'IPRES, Mamadou Simeng, qui demande à ceux qui le souhaitent de recevoir leur pension tous les 2 mois. À Kaolack, l'achat des graines d'arachide bat le record de l'année dernière à la même période. En 3 semaines, 2,5 milliards de francs ont été investis dans la commercialisation. Un contraste avec le risque de tension alimentaire relevé par le JIPA. Le groupement intervillageois des producteurs d'arachide appelle à une aide en vivres de soudure. Et puis le secteur informel, toujours invisible sur les radars, cumulé aux exonérations fiscales, il coûte 233 milliards de francs de manque à gagner aux recettes fiscales. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de cette édition, Khadifal Koulibaly et André Noël Tchandoum à la réalisation, à la technique studio Amadou Ndiaye, journal présenté par Khali Amadou Nafal. Merci et bonne journée en notre compagnie.